pouvoir et de reconnaître sa victoire pour assurer une transition pacifique après cette présidentielle à Banjul. Alors, donc c'est autant de péripéties entre-temps le président Jammeh avec une autre mission qui est convenu d'appeler une mission de la dernière chance menée par le président guinéen Alpha Condé et son homologue mauritanien Abdelaziz. Alors c'est une mission qui avait, on peut le dire, porté ses fruits parce que le président Jammeh avait accepté maintenant de quitter le pouvoir et de se rendre chez le président Obiang Nguema. Je parle donc de la Guinée équatoriale. Alors, quelques péripéties pour essayer de camper le décor. Maintenant, tout est bien qui finit bien parce que comme nous le voyons sur ces images, le président Adama Barrow, que Dakar avait accueilli, est maintenant rentré paisiblement et très paisiblement à Banjul et en Gambie à bord de cet appareil de la CEDEAO. Et sur le tarmac, nous voyons une foule qui accueille le président, non sans fierté et non sans également immense satisfaction, le président Barrow que nous voyons sur ces images, alors des foules, des populations qui sont venues de partout pour lui exprimer alors leur gratitude et communier également avec le président. Et nous l'avons dit, des troupes de la CEDEAO qui se trouvent à Banjul, des troupes dirigées par le général de division, le général François Ndiaye, le Sénégalais François Ndiaye, et que la CEDEAO donc qui veille au grain et qui va s'assurer, qui va assurer une sécurité au président Adama Barrow. Alors, pour parler de tout cela, nous avons sur notre plateau un invité. Il s'agit de M. Siressi. M. Siressi qui est spécialiste et consultant en géostratégie. M. Siressi, bonsoir. Et merci de répondre à notre invitation. Tout est bien qui finit bien. Le président Adama Barrow est maintenant rentré. Que vous inspire cette nouvelle donne? Cette nouvelle donne m'inspire un peu le retour au Maroc du roi Mohamed V qui a été exilé de force à Madagascar. Quand on voit l'accueil qui a été réservé au président, ça m'inspire que c'était l'État gambien qui était en exil, mais cette fois-ci c'est non seulement l'État qui revient d'exil, mais aussi c'est the President, comme on dit là-bas, qui revient dans son pays. Et comme vous l'avez dit si bien, tout est bien qui finit bien. Il faudrait peut-être saluer la sagesse africaine qui a prévalu, parce que pendant longtemps, nos conflits internes ont été réglés par l'extérieur, mais depuis un certain temps, on constate qu'il y a une certaine Afrique qui reprend son destin en main et qui renégocie quelque part aussi sa place dans la globalisation. Donc tout est bien qui finit bien. Maintenant, le plus difficile, c'est le plus difficile qui commence en Gambie. Contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, c'est le plus gros du travail qui commence après le départ du président Yahya Jammeh. Avez-vous une idée du plus difficile dont vous parlez? Déjà, il faudrait pour la Gambie s'inscrire dans un processus de déconstruction-construction. Il faut procéder à une sorte de démilitarisation de l'État gambien. Il faudrait aussi rétablir la confiance entre un État gambien et son peuple et sa nation. Vous voulez parler d'une déjaméisation dont on parle avec beaucoup d'humour certains de nos confrères? Disons une militarisation à outrance. Ça peut même aller au-delà de la personne de Jammeh. Ah oui, parce que la Gambie n'était pas assez bien militarisée? Non, si. D'ailleurs, c'est sur ça qu'il faudrait lutter, parce qu'aujourd'hui en Afrique, les régimes dits militaires ont un peu montré leurs preuves. Aujourd'hui, il va falloir démilitariser, et quand on est dans un processus de démilitarisation, ce n'est pas l'individu qui importe, c'est tout le système qui importe. Aujourd'hui, pendant 22 ans, il y avait la militarisation, ou bien l'excès, la surmilitarisation du régime. Qui a porté l'onction du président. L'onction du président Jammeh pendant 22 ans a pour effet, a créé comme effet la perte de confiance au niveau de tous les acteurs. Aujourd'hui, il va falloir retravailler à réinstaurer cette confiance entre les différents acteurs. Et c'est là où, à la fois, il y a des aspects objectifs, des aspects matériels, comme des aspects subjectifs, des aspects immatériels qu'il faudrait prendre en compte, en considération dans ce processus de reconstruction. En tout cas, c'est aujourd'hui plus que jamais que la CEDEAO, les peuples africains devraient être beaucoup plus présents
à côté de la Gambie pour l'accompagner dans ce mouvement. Je crois que la CEDEAO entendra bien ce conseil que vous lui prodiguez. En attendant, je le disais tout à l'heure, c'est cet après-midi donc que le président Adama Barrow a quitté Dakar pour Banjul. À son départ de Dakar, il a été salué par le président Macky Sall qui l'a accueilli au nom de la CEDEAO. Nous allons tout de suite suivre cet élément avec Oumar Nying. En mobilisant la République pour accompagner le président Adama Barrow, le président Macky Sall élève encore la barre. Pendant 10 jours, il l'a accueilli à bras ouverts, répondant favorablement à la demande de la CEDEAO. Aujourd'hui, c'est le moment pour le nouveau président gambien de retourner au pays. Moment solennel. Les honneurs en témoignent. Dans le cœur du président gambien, une forte émotion, certainement, pour avoir reçu la solidarité légendaire d'un pays frère, avec l'accompagnement d'un président qui a été jusqu'au bout dans son engagement en faveur du retour de la légalité constitutionnelle dans ce pays frère. Une Gambie déjà prête pour accueillir Adama Barrow qui a quitté Dakar dans l'après-midi à bord de cet appareil de l'armée sénégalaise. De l'armée sénégalaise, précise Oumar Nying, le président Barrow donc, qui était à Dakar pendant une dizaine de jours et qui vient de quitter notre capitale. Dakar qui a joué un rôle immensément important dans le dénouement de cette crise gambienne aussi. Absolument, Dakar qui a eu à jouer d'abord une diplomatie de proximité, il faut le dire, mais aussi Dakar, le Sénégal, j'allais même dire, a répondu présent à cette légendaire tradition de Teranga. Si nous nous rappelons de Amadou Ahidjo du Cameroun jusqu'à Adama Barrow, il y a eu des chefs d'État. À chaque fois qu'il y a eu des problèmes sur le continent et que des chefs d'État ont eu des problèmes sur leur pays, Dakar a été un réflexe de refuge le temps que la situation se calme. Aujourd'hui aussi, le Sénégal a honoré l'Afrique à travers l'hospitalité. Ça, c'est un premier aspect de lecture. Le second aspect de lecture, c'est que Dakar aussi s'est impliqué dans la résolution de cette crise, même si il ne faut pas le porter, ce n'est pas le Sénégal en tant que tel, en tant que l'État du Sénégal qui a porté le combat, mais disons que c'est la CEDEAO. Même s'il faut saluer cette nouvelle tendance qu'on est en train de voir sur le continent qui fait que les Africains de plus en plus prennent leur destin en main et que souvent on nous avait habitués à des médecins après la mort ou que les conflits sont réglés ailleurs. Aujourd'hui, je pense que la CEDEAO n'a pas beaucoup appris de la leçon du Burkina Faso. La CEDEAO n'a pas beaucoup appris de la leçon au niveau de RDC. Je m'explique. Quand il s'est agi de l'affaire de la crise burkinabé, c'était en définitive le Moronaba qui a eu à décanter la situation. Là, on est sur le traditionnel. La sagesse africaine. La sagesse africaine. Et quand il s'est agi de la crise en RDC, c'est la conférence épiscopale qui a eu à régler, à décanter la crise. Pour dire quoi? Qu'en Afrique, le débat politique, voire même la recherche de consensus ne devrait pas être seulement une affaire d'État institutionnalisé, mais aussi devrait relever... Il y a des valeurs de bien de chez nous qu'on peut convoquer pour essayer de... Absolument, que ce soit des organisations traditionnelles comme des organisations religieuses, et que les deux types d'organisations, de structures, que ce soit du traditionnel comme du religieux, sont souvent extrêmement présentes dans les aspects même les plus modernes du continent africain et qui aussi quelque part sont très démocratiques à leur manière. Et aujourd'hui, je pense que
la CEDEAO aurait pu, avant de sortir l'arme dissuasive, aller vers une arme persuasive en mobilisant et en soutenant, en accompagnant nos forces traditionnelles, nos forces religieuses pour le dénouement de la crise en Gambie. Exact. Monsieur Siressi, spécialiste en géostratégie qui se trouve être mon invité. Tout à l'heure, vous faisiez allusion à une solidarité légendaire dont le Sénégal a fait montre pour accueillir le président Barrow. Et je crois qu'on a une illustration éloquente de cette solidarité-là avec le sujet de Fanta Badji qui nous retrace, qui revient ici sur le retour du président Adama Barrow, là où il logeait ici à Dakar, au quartier des Almadies, jusqu'à l'aéroport, ce reportage de Fanta Badji. 12 heures aux Almadies dans une villa cossue. À l'intérieur, le président Barrow avec sa famille et ses proches. La résidence est hautement sécurisée par l'armée et la gendarmerie sénégalaise. Sur place, tout est calme. Parfois, quelques membres de la famille entrent et sortent. Ils font monter leurs bagages dans ce camion du bataillon du train, aidés par les éléments de l'armée. 30 minutes avant, les affaires du président étaient acheminées à l'aéroport pour enregistrement. Pendant 2 tours d'horloge, rien ne bouge. La présence de la garde rapprochée à quelques jets de pierre de la résidence renseigne sur l'imminent départ de Adama Barrow. 15 heures, l'entourage proche du président s'active avec des éléments de la BIP. La dizaine de véhicules stationnés devant manœuvre. Cette petite agitation annonce la sortie du chef d'État gambien. 15h17, apparition des premières dames et des proches parents. Le protocole organise des départs. Pendant ce temps, les va-et-vient s'accentuent. À l'angle de la rue, la garde rapprochée est en position et attend le signal. 15h30 pile, le président Barrow sort de la résidence, direction l'aéroport Léopold Sédar Senghor, où l'attendent le président Macky Sall et l'avion qui va le ramener en Gambie. Merci beaucoup Fanta Badji. Fanta Badji qui revenait sur ce qu'on peut appeler les minutes du départ du président Adama Barrow, son départ de Dakar. Alors, le président Adama Barrow qui a séjourné à Dakar pendant un peu plus d'une semaine, bien traité, bien accueilli, il était chez lui à Dakar. Quelle peut être la portée de cette solidarité-là dans l'axe Dakar-Banjul? Disons, l'axe Dakar-Banjul, ces genres de situations sont de nature à huiler davantage les relations que nous aurons désormais avec Banjul. Il faut dire qu'aujourd'hui, le président Macky Sall, disons même la CEDEAO de manière globale, et plus particulièrement le président Macky Sall, a fait honneur à l'Afrique, a fait honneur aussi au Sénégal. Maintenant, en puisant un peu des éléments de sociologie africaine, on peut dire qu'aujourd'hui la balle est auprès de M. Adama Barrow, étant entendu que... Il doit rendre la monnaie. Il doit rendre la monnaie, mais étant entendu que, en réalité, lui, en tant que chef d'État, nous avons des intérêts convergents. Ça veut dire que les intérêts gambiens et les intérêts sénégalais sont plus ou moins convergents à telle enseigne qu'on pourrait trouver des voies de sortie de crise et des moyens et des possibilités de pouvoir cheminer ensemble. En tout cas, je ne doute aucunement que vu tout le teranga qui a été offert au président Adama Barrow et sa famille, que il en tiendra compte dans nos relations entre le Sénégal et la Gambie. Ça, je n'en fais l'ombre de doute. Les relations entre le Sénégal et la Gambie, nous savons aussi que la Gambie et le Sénégal, ces derniers temps, les relations étaient un tout petit peu pénibles, difficiles, pour ne pas dire pas très faciles, ni pas au beau fixe, pour emprunter un langage bien diplomatique. Quand on pense à la situation dans le sud du Sénégal avec le MFDC, à tort ou à raison, on disait que le président Jammeh était très proche du MFDC, n'est-ce pas? Là aussi, une situation qui peut bien faciliter alors un retour effectif de la paix dans cette partie du Sénégal. Tout à fait. Vous savez, en définitive et en réalité, le président, l'ex-président
Yaya Jammeh n'était pas proche du MFDC en Casamance. En fait, il était proche de ses intérêts. Parce qu'il y avait un commerce illicite de bois qui a fait que, en définitive et en filigrane, le président Yaya Jammeh a eu des accointances avec la rébellion. Parce que voilà, c'était l'élément sur lequel il fallait peut-être compter pour pouvoir faire ce commerce illicite. En réalité, Yaya Jammeh n'apportait pas un soutien au mouvement rebelle en tant que tel, mais il était là pour défendre ses propres intérêts à travers ce qu'on appelle le trafic de bois. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect est la décharge du Sénégal et de son président. On se rappelle que la première visite du chef de l'État, M. Macky Sall, a été réservée et consacrée à la Gambie. C'était un signal extrêmement fort. Et il a effectué au moins trois visites sans pour autant que de l'autre côté, Yaya Jammeh ne puisse venir nous voir. Ça veut dire le chef de la diplomatie sénégalaise l'a évoqué pour le déplorer. Tout à fait. Ça veut dire que du côté du Sénégal, l'on a donné tous les gages d'une vie paisible, vraiment des relations apaisées entre la Gambie. Mais vous savez, bon, les hommes étant ce qu'ils sont, ensuite le business qui quelque part aussi nourrissait bien son nom, faisait qu'aujourd'hui l'ex-président Yaya Jammeh a fait fi de toutes ces déclarations d'intention, mais aussi d'actes qui ont été posés symboliquement pour entretenir un peu le flou entre le Sénégal et la Gambie. Même s'il faut le dire, ce sont nos deux dirigeants qui n'étaient pas en auteur de sainteté, mais le peuple gambien et le peuple sénégalais, j'allais même dire le peuple sénégambien, ont su dépasser quand même cette crise de leadership qui existait au plus haut sommet de nos deux États pour toujours entretenir cette relation fraternelle. Oui, une relation fraternelle, une relation de bon voisinage à hauteur des populations. La preuve, c'est que quand il y a eu alors cette petite frayeur à Banjul, des déplacements massifs de ces populations ont été notés et direction Sénégal. Je crois que nous avons le sujet de ces déplacements des populations-là que nous allons vous proposer et après que nous allons commenter. Je crois. Bakau, dans la capitale gambienne. Le poste de commandement de la mission de la CEDEAO en Gambie face au camp de la garde présidentielle gambienne. Ici se dessine le schéma de retour sécurisé du président Adama Barrow. Pour ce faire, l'état-major de la mission de la CEDEAO en Gambie a déménagé en provenance de Dakar pour s'installer. Désormais, les décisions du général François Ndiaye, commandant en chef de l'opération, se prennent ici en rapport avec la hiérarchie militaire gambienne. En attendant, les forces de la mission en bons soldats continuent à explorer le terrain. Installation, nettoiement, reconnaissance et maîtrise. Même le GIGN est de la partie. Le déploiement et le maillage sécuritaire du territoire gambien est presque fini. À ce jour, aucun incident de noter. Mieux, dans ce bâtiment, état-major de la CEDEAO et autorités militaires gambiennes se préparent à tenir une réunion. Objectif, travailler à rassurer les populations civiles et échanger sur la logistique, le protocole et le dispositif pour un retour du nouveau président. Oui, un retour du nouveau président, cet élément-là, on l'a fait depuis hier ou avant-hier, le président maintenant qui est effectivement à Banjul. Nous avons sur cet élément donc suivi alors des forces de la CEDEAO et l'armée gambienne qui travaillent en parfaite symbiose, la main dans la main donc pour assurer la sécurité et du peuple gambien et des populations gambiennes. Tout à fait. Je voulais juste, avant de revenir sur votre question, rebondir un peu sur l'élément qu'on vient de voir, qui est relatif à l'accueil des populations riveraines de la frontière avec la Gambie, qui ont eu à se mobiliser comme ça pour pouvoir accompagner et assister les déplacés gambiens. On aura un sujet sur cet élément-là et on va commenter ça avec tout à fait. Juste pour revenir par rapport à votre question, aujourd'hui, comme je le disais tantôt, c'est le plus difficile qui commence avec le départ de Yaya Jammeh. Le plus difficile en ce sens que non seulement il faudrait remettre une économie en marche, après qu'il y a eu des soupçons que
le président Yaya Jammeh est parti avec la caisse, donc ça c'est à vérifier, mais si toutefois cette information s'avérait vraie, il va falloir reconstruire, repartir sur le plan de l'économie, relancer l'économie, ça c'est déjà une paire de manches. Deuxièmement, il faudrait mettre en place des forces de défense et de sécurité qui, ma foi, étaient un peu, disons, très info-aidé à la personne, réorganisation. Donc, dépersonnaliser un peu les institutions au niveau de Gambie. Ensuite, il faudrait rétablir un peu la confiance. Et c'est là où, aujourd'hui, au-delà même de la CEDEAO, l'Union africaine, les populations africaines devraient assister, accompagner un peu la Gambie dans ce plan de... Certainement, la rencontre des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui va s'ouvrir alors à la fin de cette fin du mois à Addis Abeba va certainement aborder cette question-là. Tout à fait. Non seulement il faudra peut-être dans un court et moyen terme mobiliser des ressources extrêmement importantes pour reconstruire une économie, renflouer les caisses, assurer un peu le paiement des salaires, le bon fonctionnement d'un État, mais aussi il faudrait... Parce qu'on va vers des fins du mois difficiles. Je pense, parce qu'il paraît-il que Yaya Jammeh est parti avec la caisse. Alors, quand on sait que un pays comme la Gambie, qui n'a que son port en réalité pour pouvoir faire face aux dépenses budgétaires et que l'on nous dise les montants sur lesquels Yaya Jammeh est parti avec, si toutefois cette information s'avérait vraie, il y a des risques de ne pas pouvoir payer. Exactement. Yaya Jammeh qui s'invite dans notre débat et il ne pouvait pas en être autrement. Yaya Jammeh maintenant qui est chez le président Obiang Nguema en Guinée équatoriale et que la CEDEAO et même l'ONU ont sorti des communiqués respectifs pour dire qu'ils n'ont jamais donné de blanc-seing au président Jammeh et qu'il ne serait pas exempt de poursuite. Absolument. Vous savez, l'on a déjà tendu la perche à Yaya Jammeh qui malheureusement n'en a pas profité. En certains moments de la crise, la conjoncture était très favorable à Yaya Jammeh. Malheureusement, il n'en a pas profité. La conjoncture a été favorable pour Yaya Jammeh, c'est quand les présidents Buhari, les chefs d'État de la CEDEAO sont venus lui proposer une sortie honorable. Il a refusé. Et c'est au moment quand il a refusé, un peu, quelques temps plus tard, la conjoncture était défavorable pour Yaya Jammeh. Il est allé un peu plus loin en défiant carrément l'État du la CEDEAO. Et d'ailleurs, même, me dit-on en coulisses, que même la déclaration finale a été rédigée par Yaya Jammeh lui-même, himself, et qu'en certains moments, la CEDEAO s'est engagée à minima. L'essentiel pour la CEDEAO et la communauté internationale, c'est qu'ils quittent non seulement la Gambie, mais aussi, disons même, la région de la CEDEAO. C'était ça aussi un des enjeux du dénouement de la crise. Aujourd'hui, l'acte qui a été, le communiqué de presse qui a été publié ne lie en rien la CEDEAO, ne lie en rien la communauté internationale, parce qu'aujourd'hui les règles du droit international sont telles que même demain une association, même demain une victime, une présumée victime peut porter plainte devant les juridictions et là en ce moment-là justice sera faite. Peut-être que ce qu'il faut dire c'est que encore faudrait-il que le président équato-guinéen livre Yaya Jammeh à la Cour pénale internationale. Et c'est peut-être là où il a encore quelques temps à jouer, parce que tant qu'il n'est pas livré, ça n'est une chose de demander son extradition, mais aussi ça n'est une autre chose de le livrer directement. C'est peut-être que là, il peut gagner du temps, mais je ne doute pas qu'il subira un peu le sort de Hissène Habré. Parce que Hissène Habré, c'est après presque plus de 20 ans après que l'histoire... Et la communauté internationale ne perdra absolument rien pour attendre. Pour attendre, absolument. On ne perd rien pour attendre. Aujourd'hui, je donne un exemple. Le Sandeng qui a été tué, aujourd'hui, sa fille vit en exil ici au Sénégal. Je ne vois pas pourquoi sa fille... Il faut qu'on partage avec les téléspectateurs sur le Sandeng, c'est qui? Sur le Sandeng, c'était un proche de Yaya Jammeh. Enfin, il n'était pas un proche de Yaya Jammeh, mais il était un proche de Ousseynou Dabo. Et que quand on a eu organisé cette fameuse meeting pour demander le changement, il a été emprisonné et malheureusement, il a été
morts en prison. Et ça n'est un peu la victime de trop en Gambie. C'est en ce moment-là qu'il s'est déclenché une coalition pour pouvoir déloger Yaya Jammeh. Surtout que le nommé Yaya Jammeh a eu à connaître un impair dans le cadre de sa campagne pour ethniciser un peu les débats en s'attaquant directement à l'ethnie manding qui s'est mobilisée avec les ethnies Wolof et les ethnies Pulaar d'une certaine manière. Et c'est cette coalition qui est venue à bout de Yaya Jammeh. Et aujourd'hui, la mort de Solo Sandeng, qui est la victime la plus récente, aujourd'hui mobilise aussi bien la société civile gambienne, mais aussi les familles, les parents de Solo. Et je ne vois pas pourquoi et comment la fille de Solo Sandeng, par exemple, demain ne saisira pas la justice. Vous savez, le droit s'inscrit dans un temps extrêmement long. Ouais. Peut-être que même il y a un temps pour... voilà. Tout à fait. Alors, de toute façon, vous parliez de poursuite, de risque de poursuite. La presse, de toute façon, nous apprend qu'un de ces anciens ministres qui a eu à assiéger dans son attelage gouvernemental, l'ancien ministre de l'Intérieur, Ousmane Sonko, serait en Suisse et il serait entre les mains de la police, des autorités judiciaires suisses. Oui, tout à fait. Déjà, ça donne un signal extrêmement fort de ce qui pourrait être un peu la suite des événements des 22 ans de règne de Yaya Jammeh en Gambie. En tout cas, aujourd'hui, nous vivons dans une société ouverte qui fait que des crimes de ce genre, supposés être commis, ne peuvent pas laisser impunis, ne peuvent pas rester impunis. Et ma foi, quand la poussière se dissipera, nul doute qu'on entendra aussi des affaires relevant de Yaya Jammeh. Voilà, je rappelle aux téléspectateurs qui nous suivent que je reçois sur ce plateau M. Siressi, qui est spécialiste et consultant en géostratégie. C'est pour parler de la situation en Gambie avec la toute dernière actualité, le retour effectif du président Adama Barrow après un séjour d'une semaine ici à Dakar. Et vous savez qu'avant ce dénouement heureux, il y avait des moments de frayeur, comme l'illustre fort opportunément ces déplacements massifs de ces populations, et compte tenu de cette proximité affective, de cette proximité géographique, de cette proximité spéciale entre Dakar et Banjul, des populations, alors ont pris la direction du Sénégal, comme nous le montre ce sujet. Gare des Beaux Maraîchers au niveau du terminal des arrivées, bus, minicars et taxis 7 places débarquent à intervalles réguliers des passagers venant de la Gambie. Depuis le début de la crise, un important flux d'arrivants est enregistré. Pour les arrivées, c'est inestimable. Même pour le moment, arrivé, vous allez aujourd'hui à Karang, tu ne peux même pas avoir de véhicules pour ir à Dakar. De telle sorte que les gens sont très nombreux. Ils viennent en masse. Il n'y a pas d'heure. Ils arrivent à n'importe quel moment. À 2h du matin, à n'importe quelle heure. Cette dame, nous l'appellerons Fatou, vient de Serekunda avec ses 2 enfants. Inquiétée par la situation sur place, elle a préféré revenir au Sénégal où vivent ses parents. Nous avons peur, c'est pourquoi on a quitté la Gambie. En plus, là-bas, beaucoup de commerces sont fermés. On peine à trouver de quoi manger. La situation ne nous rassurait plus. Je travaille au bureau de poste de la Gambie. Quand je suis rentrée du travail hier, j'ai trouvé toutes les boutiques fermées. El Hadj Abdoussakho a aussi fui l'instabilité et l'insécurité. Sa nature d'homme libre a obligé ses proches à le faire quitter la Gambie pour protéger sa famille. Mes enfants établis à l'étranger m'ont demandé de venir au Sénégal puisqu'il n'y a pas de démocratie en Gambie. Alors que moi, je dis souvent ce que je pense. Eux, ils craignent pour ma sécurité. Dans sa famille d'accueil, on est préparé à recevoir des Gambiens. Moussa Ning, le chef, a pratiquement la moitié de ses parents en Gambie. Ma maman est gambienne et donc j'ai la moitié de ma famille en Gambie. C'est pourquoi j'ai demandé à mes parents de là-bas de venir ici, le temps que les choses se calment, sinon on ne sera jamais tranquille. Ces Gambiens au Sénégal se disent confiants quant à l'issue de cette situation. Ils n'ont presque pas amené de bagages avec eux. J'ai préféré venir et attendre que tout rentre dans l'ordre pour retourner chez moi. Vous savez, les Gambiens ont encore en mémoire les événements de 1981 avec le coup d'État de Kukoy Samba Sagna. C'est pourquoi la psychose s'est emparée de toute la population. Mais cette fois-ci, tout se passera bien, croyez-le, et nous allons sous peu retourner chez nous en Gambie. Pour le moment, les départs sont quasi nuls à la gare routière, ce qui constitue un réel manque à gagner pour les transporteurs.
Économiquement, vraiment, la Lagos-Rochelle ne marche pas au point de vue entre Sénégal et Gambie. Parce qu'au début, on avait quand même 100 et quelques départs par jour, mais pour le moment, on ne peut même pas avoir 5 départs. En attendant l'épilogue de cette crise, les Gambiens au Sénégal comptent les heures sans être inquiétés. Les hôtes de Moussa s'offrent même le luxe de cuisiner un plat gambien, le fameux ébé préparé avec du manioc et de l'huile de palme, qui sera dégusté avec l'espoir de le préparer prochainement en Gambie. Voilà, ça c'est un sujet de Fantabaché que nous venons de suivre et qui nous renseignait sur les déplacements massifs de ces populations en direction Dakar, et ça montre ces récits que la Gambie et le Sénégal, c'est deux pays, mais un seul peuple. Un seul peuple, tout à fait. D'ailleurs, j'en suis un peu l'exemple parce que j'ai une famille qui vit en Gambie et c'est peut-être le lieu pour moi, si c'est sous votre autorisation, de les saluer. Mais bien sûr. Dagasek, Yaramou et toute la famille de Ker Aladji Diagne au number 1 autoroute à Banjul. Donc c'est vrai que nous avons eu chaud. Ta famille, elle n'a pas effectué le déplacement? Non, elle n'a pas effectué. Pour l'essentiel, ils sont restés là-bas. Pour l'essentiel, ils sont restés là-bas. Parce que vous n'aviez pas peur, c'est ça? Non, si, pourtant on avait peur, mais bon, on s'était dit que jusqu'à la dernière minute, c'est... La raison va remporter, en fait, la raison va revenir par rapport à... Parce que moi, j'étais toujours confiant qu'on trouvera une solution, une issue heureuse. Et que même si on devait aller vers une confrontation militaire, ça n'aurait pas duré un peu, beaucoup de temps pour que l'on revienne un peu à la normale. Donc, pour un peu revenir par rapport à votre question, je pense que c'est aujourd'hui lié aussi de saluer la mobilisation des populations sénégalaises, surtout celles qui vivent sur les frontières. Je m'en veux pour exemple Karang, la ville de Karang qui est la commune de Karang qui est frontalière avec la Gambie, où le maire Johin Gomis a eu à mobiliser pratiquement toute sa communauté pour accueillir. Et souvent, c'est des accueils spontanés, des gens avec les moyens de bord, les gens se sont cotisés, les gens sont hébergés, ont accueilli gratuitement. Voilà, donc ça m'avait extrêmement frappé parce que j'étais un peu dans ces zones-là et je me suis rendu compte que sur tout le long de la frontière entre le Sénégal et la Gambie, les gens n'ont pas entendu l'institutionnel, l'État, pour venir en aide aux populations. Les gens se sont mobilisés avec les moyens de bord. Et d'ailleurs, même cette mobilisation, on pouvait le constater à Dakar au niveau de la piscine olympique. Donc ça, c'est un acte extrêmement fort et qui renseigne aussi pour beaucoup que entre le Sénégal et la Gambie, c'est deux États, mais un seul peuple. Exact. Quand même. C'est bien dit, deux États, un seul peuple. Et nous allons tout de suite prendre la direction Banjul pour retrouver notre confrère le doyen Amadou Mbaïloum. Amadou Mbaïloum que nous sommes en train de chercher, certainement, on l'aura tout de suite pour commenter avec nous cette actualité parce qu'il a effectué le déplacement de Banjul et que de là-bas, avec Mamadou Samambo, certainement, on aura des informations qui pourront certainement nous permettre de bien étoffer notre plateau. Alors, cela dit, vous savez que l'ONU et la CEDEAO, nous avions dit tout à l'heure, ce sont carrément, ils ont dit l'ONU et la CEDEAO. Donc on dit que, alors, il ne saurait être question d'une certaine impunité, de toute façon en filigrane, par le truchement du président de la commission de la CEDEAO et le représentant également du secrétaire général des Nations Unies dans la sous-région. Alors, ces voix autorisées-là l'ont dit. Est-ce que les risques réels d'aller chercher le président Yahya Jammeh et peut-être de le traduire en justice, est-ce que ces risques-là sont réels? Même si ces risques sont réels, mais on n'est pas encore à la situation des États-Unis qui vont aller prendre Ortega dans son palais pour l'amener aux États-Unis et le juger. Nous n'en sommes pas encore en Afrique dans ce genre de schéma. Tout en plus, quand les poursuites seront déclenchées, l'on demandera de manière la plus bienveillante possible au président équato-guinéen de pouvoir livrer. Maintenant, quand le président équato-guinéen refusera ou pour une raison différera le transfert de Yahya Jammeh, on ne peut que s'apprendre à cet acte-là le temps que la situation change de l'autre côté. Mais aujourd'hui, je ne pense pas une opération militaro-militaire pour aller prendre Yahya Jammeh au niveau de Guinée et les livrer, etc. Donc d'ailleurs, ça c'est une première grille de lecture. La deuxième grille de lecture,
Et ça, c'est une suggestion que nous faisons au niveau de l'Union africaine en destination, en direction de l'Union africaine et de la CEDEAO. Ça veut dire qu'essayer, comme on en a fait pour déloger Yaya Jammeh de la Gambie, on peut pouvoir aussi faire pour juger Yaya Jammeh, comme on a jugé ici en Afrique. Ça veut dire qu'en terre africaine, selon les lois de la CEDEAO, parce qu'il appartient à une communauté, la CEDEAO, un bloc régional qui est là. Donc, essayer autant que faire se peut de régler cette situation en Afrique, même s'il va falloir organiser le procès, mais qu'on l'organise en Afrique, quelque part dans le pays de la CEDEAO, quelque part aussi dans le pays de l'Union africaine, mais ne pas transférer systématiquement les dossiers au niveau de la Cour pénale internationale. En tout cas, aujourd'hui, l'affaire Hissène Habré a fini de démontrer que nous avons les possibilités d'organiser des procès, même s'il y a beaucoup de choses à dire sur le déroulé du procès. Le déroulé du procès, on n'en est pas encore là. On parle maintenant, ou sinon on revient alors sur le succès diplomatique de la CEDEAO, parce que aucune goutte de sang n'a coulé à Banjul, aucune arme également n'a traîné là-bas. Là, je crois que c'est la CEDEAO également, par une politique et une attitude assez conséquente à Sud du Sud qui a marqué de bons points. Moi, je pense qu'à un certain moment, disons que si nous n'en sommes pas arrivés à la guerre, c'est que quelque part Yaya Jammeh a fui au dernier moment. Mais sinon, c'était la guerre toute faite. Et c'est là où je disais tantôt que la CEDEAO n'a pas beaucoup apprise de la leçon du Faso. La CEDEAO n'a pas beaucoup apprise de la leçon au niveau de RDC, où dans ce genre de situation où on recherche un consensus, l'option militaire devrait être la dernière option possible, et que la CEDEAO n'est pas obligée d'aller au créneau et d'aller au front. La CEDEAO peut aussi tout au plus essayer de travailler, d'encadrer et d'accompagner les forces traditionnelles, les forces religieuses, pour déjà effectuer des missions de règlement de conflits. C'est seulement à ce moment-là que, quand ces missions auraient échoué ou n'auront pas abouti, que l'option militaire peut être levée. Mais dès le début, on a senti une option carrément et résolument tourné vers une option militaire. C'est un peu ça qui a un peu faussé le jeu, qui est un peu regrettable. Ça veut dire que ça n'aurait pas été la reculade du président Jammeh à la dernière minute. On allait tout draguer. Le président Jammeh a compris que la CEDEAO ne badinait pas. Très bien, ne badinait pas. Et c'est bien qu'à la prochaine fois, que dans ces mécanismes de résolution des conflits, la CEDEAO puisse faire intervenir nos forces traditionnelles, mais aussi nos forces religieuses, essayer même de créer, d'ouvrir les comités des sages, pour que généralement on n'en arrive pas à ce déploiement qui renvoie un peu des images qui ne travaillent pas aussi à cette dynamique de reclassement du continent africain. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ces genres d'images sur le continent. Je crois que là aussi la CEDEAO a voulu manier la carotte et le bâton aussi, parce qu'il le fallait. Vous savez, la CEDEAO aujourd'hui a réussi ce que Sun Tzu enseigne dans ce qu'on appelle l'art de la guerre. La CEDEAO a remporté la victoire sans pour autant même mener le combat. Donc ça, c'est bien dit. Nous allons essayer d'y revenir, mais entre-temps, nous allons nous rendre du côté de Banjul pour trouver notre confrère, le doyen Amadou Mbaye Loum, qui a fait le déplacement de Banjul. Alors, Amadou Mbaye Loum, bonsoir. Oui, bonsoir, Mamouna. Bonsoir, Amadou. Mamadou, vous êtes à Banjul. Le président Barrow, il est à Banjul. Les forces de la CEDEAO sont à Banjul. Les populations ont accueilli leur président avec une immense satisfaction. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur l'ambiance qui a prévalu cet après-midi à Banjul? Oui, Maïmouna, je pense qu'il fallait être cet après-midi à l'aéroport de Djibouti pour mesurer un peu cette étape que la CEDEAO vient de franchir. Parce qu'à l'arrivée du président Barrow, il y avait une foule extraordinaire. Et pour une fois, il a posé un acte. Enfin, les Gambiens ont posé d'abord un acte officiel. Ils ont joué l'hymne national devant lui. Il a passé en revue l'armée qui était venue lui faire les honneurs. Mais le plus important, pour résumer vraiment ce qui s'est passé, il est arrivé un peu après 17 heures. Et je vous dis que nous ne sommes pas encore, le véhicule dans lequel je suis n'est pas encore sorti de l'aéroport de Yundum. Donc, pour dire un peu, et je l'avais dit tout à l'heure, c'était l'expression d'un énorme soulagement des populations gambiennes. Je pense que si la CEDEAO n'avait pas choisi cette option,
certainement que les Gambiens ne seraient pas venus en aussi grand nombre. Je pense que c'est ça ce qu'il faut décrypter de cet accueil qui lui a été réservé. Cela dit, maintenant, nous avons vu que les Gambiens, certains Gambiens responsables et d'autres personnes ont joué avec fidélité et loyauté. Et de plus en plus, j'ai été aussi impressionné. Et là, franchement, c'est un avis personnel. J'ai été impressionné par la presse internationale qui était là. Je pense qu'il devrait être au bas mot pas moins de 200 journalistes de la presse internationale. Qu'est-ce que cela veut dire pour un pays comme la Gambie? Cela veut dire que pendant longtemps, la communauté internationale a scruté la situation sur la Gambie, mais elle n'avait peut-être pas encore atteint le niveau qu'il fallait pour intervenir. Et aujourd'hui, quand les Nations Unies ont voté la résolution qui donne à la CEDEAO la mission d'intervenir militairement, je pense que là, la Gambie, tout le monde avait été intéressé en définitive. Ça veut dire simplement que pendant 22 ans, peut-être que la communauté internationale a supporté, mais que le bouchon était quand même monté très haut. Et je pense que c'est quand même ces premières images de la Gambie que j'ai vues aujourd'hui me réconfortent dans ce que les Nations Unies ont fait, ont décidé, l'ONU a approuvé, l'Union africaine a approuvé et la CEDEAO a exécuté. Voilà, vous restez en ligne. Il y a une question de relance qui me vient à l'esprit. Alors, qu'est-ce qui a suscité auprès de ces confrères dont vous avez parlé, il s'agit de quelques 200 journalistes, cet intérêt professionnel-là pour eux? Mais parce que la Gambie était finalement un cas atypique dans le monde entier. C'est tout. Parce que là, ce n'était pas possible quand même que pendant 22 ans de règne absolu, qu'on soit battu, qu'on reconnaisse le résultat, qu'on félicite l'adversaire et qu'au bout de quelques jours, on fasse ce revirement à 360 degrés. Je pense que c'est un peu ça. Les gens étaient curieux peut-être de venir voir ce qu'ils n'ont jamais pu faire, c'est-à-dire entrer en Gambie, ils travaillent librement. Alors que bon, ceux qui sont venus, je n'ai jamais vu une conférence, un événement majeur à Dakar où il y avait autant de journalistes étrangers. Et Dieu sait qu'à Dakar, il y a des événements de grande envergure. Donc, pour moi, c'était une occasion pour tout ce monde-là de venir voir mais cette petite république qui est là, mais qui est une république, un État souverain, je le dis au passage, suscite beaucoup de commentaires et suscite aussi beaucoup de mécontentement de la part de la communauté internationale. Là où les libertés ont été bafouées, là où des journalistes ont été tués, des opposants brimés, on change de position du jour au lendemain. Aujourd'hui, on est République laïque, demain, on est République islamique, après-demain, on est autre chose. Je pense que cette versalité a conduit les gens à venir par rapport à tout ce qui s'est passé pour voir exactement est-ce que ce dont on parlait existe toujours. Oui, Amadou Maïloum, je sais que aussi tu es un grand spécialiste des questions militaires. La CEDEAO est à Banjul, la CEDEAO également avec ses troupes a trouvé des militaires gambiens. Comment vous avez certainement vu l'état-major de la CEDEAO? Quelle analyse et quelle explication et quel sens donnez-vous à cette parfaite entente entre les forces de la CEDEAO et celles gambiennes? Bon, dans un premier temps, je ne voudrais pas m'aventurer là-dessus, puisque, comme je l'ai dit à Maïmouna tout à l'heure, je ne suis pas encore sorti du périmètre de l'aéroport de Yurdum depuis 17 heures. C'est un énorme embouteillage qu'on a observé. Et je pense que le président Barrow, parce qu'on l'a aperçu du bas de la route qui quitte l'aéroport, il a au moins fait 2 heures de temps. Pour sortir de l'aéroport, au moins 2 heures de temps. Bon, maintenant, si j'en crois ce que mon jeune frère et non moins collègue m'a dit, Mamadou Sambabo, l'envoyé spécial de Radio Sénégal, je pense que ça se passe bien. Et que bon, on a accepté le commandement de l'état-major de la force donc du Sénégalais François Ndiaye, du général François Ndiaye. Et je pense que normalement, ça doit quand même bien marcher. Ce n'est pas la première fois que les Sénégalais, les Nigérians, les Ghanéens et autres se retrouvent dans le cadre de l'ECOMOG. Ils ont travaillé ensemble au Libéria. Et il y a des mécanismes qui partagent aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des officiers sénégalais qui font l'école de guerre, comme François Ndiaye au Nigeria.
Donc, je pense qu'ils doivent parler le même langage. Et comme nos officiers supérieurs sont souvent bilingues, je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Alors, Amadou Maïlou, maintenant, quelle armée pour le président Adama Barrow? Quelle armée pour le président Adama Barrow? Mais ça, je pense que c'est quand même dans la perspective. Aujourd'hui, il y a un problème qu'il fallait régler dans l'immédiat. Faire venir le président Barrow, rassurer la population gambienne, lui montrer qu'elle a le soutien et la solidarité de la communauté ouest-africaine, de la communauté africaine et de la communauté internationale. Je pense qu'il appartiendra aux politiques, comme aussi à la force de l'ECOMOG, de la CEDEAO, qui ne manquera pas de conseiller militairement le nouveau président. Et je pense qu'à l'issue de ces concertations, de ces discussions, bon, il va y avoir certainement des réformes, des restructurations. Et je pense qu'on pourrait peut-être arriver à mettre sur pied une armée républicaine capable de répondre aux défis qui se posent à la Gambie, défis dans le cadre du développement. L'armée gambienne peut être utilisée à autre chose. Voilà, merci beaucoup Amadou Maïloum et merci infiniment et bon séjour en terre gambienne et toutes nos félicitations, toutes nos salutations également à Mamadou Sambambaou, notre envoyé spécial qui se trouve à Banjul. Alors, Siré, Amadou Maïloum nous disait que le cortège jusqu'à présent avance lentement et qu'on comprend et que ça montre tout simplement que les populations gambiennes étaient hyper contentes d'accueillir et de recevoir leur président qu'ils ont élu démocratiquement. Tout à fait. Je voudrais juste rebondir, si vous me permettez, pour vous féliciter, d'abord féliciter la RTS sur l'excellente couverture qui a été faite sur ces genres de situations. Vous savez, quand on est dans ces genres de crises-là, la gestion de la communication est extrêmement importante. Et aujourd'hui, la communication sur cette affaire, sur cette crise-là a été bien gérée par la RTS, la télé des grands moments, disons-nous. Deuxièmement aussi, j'avais comme l'impression d'assister à un passage de témoins entre le doyen Amadou Maïloum et Mamadou Sambambaou dans ce qu'on pourrait appeler un journalisme, la couverture le journalisme de guerre de manière globale. Aujourd'hui, c'est le lieu pour moi de les féliciter en termes de rendu, en termes aussi de présence. Ceci étant, effectivement, comme on l'a dit tantôt, avant c'était l'État gambien qui était en exil. Aujourd'hui, c'est Zi président qui est venu au niveau de la Gambie. Et cela prouve quelque part que c'est la volonté qui a été manifestée lors de ces élections. Non seulement l'accueil peut témoigner quelque part que les Gambiens en avaient ras-le-bol avec le régime militaire de Yaya Jammeh. Je voudrais aussi juste rebondir, si vous permettez, avec cette importante couverture des médias internationaux. Vous savez, en Occident de manière globale, et quand je dis en Occident, c'est l'Europe et les États-Unis. Voilà comment on pose les termes du débat de la crise. Voilà un pays où un dictateur a régné pendant 22 ans, qui organise ses propres élections, qui a été battu et qui appelle son challenger pour le féliciter et le lendemain, il conteste ses résultats et voilà, il dit qu'il ne va pas sortir. Donc, on est dans tel que décrit, on est dans une situation très kafkaïenne de la chose, à telle enseigne que les Occidentaux ont l'impression d'assister à un film hollywoodien. C'est ça aussi qui explique quelque part, ils ont envie de venir découvrir quel est ce petit pays-là où on a eu un dictateur pendant 22 ans qui refuse. Donc ça peut susciter un intérêt médiatique au niveau de ces médias. C'est quand même curieux. Oui, c'est assez curieux. Donc c'est de la manière dont on les décrit un peu la situation qui crée ipso facto un intérêt. Et puis bon voilà. Et puis comme ils veulent et que les journalistes sont très friands de sensationnels. De sensations. C'est ça qui pourrait expliquer aussi quelque part, même si aussi il faut dire que l'enjeu était extrêmement important, surtout sur des questions sécuritaires. Et je n'ai pas compté, mais je sais que les médias français devraient être plus nombreux que les autres médias parce que au-delà de la crise gambienne, il y avait un défi sécuritaire qui se posait au niveau de la région. Parce qu'on avait déjà des foyers au niveau de Mali et qu'aujourd'hui, Yaya Jammeh avait même
c'était même autoproclamé la Gambie comme un royaume islamique. Donc, ma foi, il y avait des craintes d'une certaine radicalisation ou bien d'un foyer de tension djihadiste au niveau de la Gambie qui est au cœur du Sénégal, et que le Sénégal joue un rôle assez stratégique dans la lutte contre le terrorisme pour la France. Et du coup, d'une situation politique, on est passé d'une situation stratégique, disons géostratégique, qui fait que aussi bien l'Amérique, aussi bien que la France particulièrement, avait intérêt que la situation se décante en Gambie. Exact. Voilà, je rappelle à mes téléspectateurs que je reçois sur ce plateau M. Siressi, qui est consultant en géostratégie, et nous parlons de la situation à Banjul et plus exactement du retour du président Adama Barrow. Et tout à l'heure, Amadou Mbaye Loum nous disait que le cortège était également en train d'avancer à petits pas pour rejoindre la résidence du président Adama Barrow, parce que pour le moment, il n'est pas encore question d'aller loger à la présidence gambienne. Alors ça, nous allons certainement y revenir, mais peut-être un tout dernier sujet, c'est une actualité, un développement, c'est la nomination d'une vice-présidente, avec le sujet que nous allons certainement vous proposer après, que nous allons commenter. Madame la vice-présidente, vous venez de rencontrer le commandement de la mission de la CEDEAO ici à Banjul. Quel est l'état d'esprit général qui règne ici entre commandement de la CEDEAO et hiérarchie militaire gambienne? Je vous remercie beaucoup. Nous vous disons soyez le bienvenu. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre pays. Et ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'il y a la paix et l'harmonie dans la mission. Et ce que nous venons de discuter, c'est de nous familiariser de la mission et de s'encourager à continuer à travailler entre Africains. Et nous sommes convaincus que la coopération sud-sud est ce qui est très important dans la région, surtout dans le pays africain. Nous avons beaucoup de confiance que vous allez travailler avec vos frères dans l'armée, dans toutes les forces, et que vous allez vraiment laisser l'empreinte professionnelle à vos frères, parce que ce sont vos frères. Et nous aussi, nous vous remercions vraiment l'engagement, parce que c'est un engagement. Vous avez laissé vos familles, vous avez laissé toutes les autres missions pour venir en Gambie, pour rester en Gambie et pour nous aider à soutenir la paix, qui est la vision de notre leader, son Excellence Adama Barrow. Justement, à propos de son Excellence, Monsieur le Président Adama Barrow, quelles sont les nouvelles de Dakar? Comment il va et quand est-ce qu'il va rentrer, si c'est possible? Oui, il va très bien avec sa famille. Nous attendons qu'il retourne au pays demain, vers les 16h. Et nous sommes en train d'organiser vraiment un accueil très, très, très chaleureux, parce qu'il le mérite. Et il nous a laissé un peu de temps, il nous manque beaucoup. Et comment avez-vous accueilli votre nomination en tant que vice-présidente de la République gambienne? Je ne m'y attendais pas, parce que dans le combat, on le fait pour le pays. Et on se sacrifie pour le pays. Lorsque le pays vous donne toutes les choses, vous aussi vous devez rendre tout ce que vous pouvez dans la possibilité de bâtir la nation. C'est une nouvelle nation, c'est une nouvelle société. C'est pourquoi quand on m'a nommé, ça m'a pris comme une surprise. Mais néanmoins, je crois que je suis humble à reconnaître l'honneur qu'ils ont investi. Et je pense que je vais tout faire avec mes collègues dans la coalition et le gouvernement pour montrer, de ne pas les décevoir de la nomination. Et je suis aussi fière parce que je suis femme. Et femme, ça c'est la parité. Je ne suis pas de la personne qui dit parité européenne, mais parité africaine. Nous sommes des partenaires.
Le gouvernement, son excellence, avec son équipage, ont reconnu ça, que dans la vie, il faut hommes et femmes, qu'on soit des partenaires à travailler ensemble. Voilà. Donc, quand bien que je n'ai pas toutes les expertises, je vais tout faire et je sais que le fardeau va être léger parce que j'ai des frères et sœurs dans le gouvernement qui vont aider à faire la tâche. Voilà, nous avions donc là une entrevue que la vice-présidente Madame Fatoumata Diallo Tambadjan a accordée à notre envoyé spécial à Banjul Mamadou Sambambaou. Madame Fatoumata Tambadjan qui disait que c'est demain à 16h et demain c'est aujourd'hui à 16h. Tout à fait. Alors maintenant, il y a une vice-présidente. On a appris même qu'il y aurait quelques contestations sur ça. Ça, c'est une autre paire de manches. C'est déjà l'attelage qui commence à se former. Oui, tout à fait. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote avant de venir juste à votre question. Carnegie il a eu à monter une multinationale dans le cadre de la formation des dirigeants. Il est américain. Carnegie n'avait pas fait des études très avancées, mais il est parvenu à employer des docteurs, etc. Et on lui a dit, mais comment toi, qui n'a pas fait des études si poussées, a pu faire réunir toutes ces grosses têtes-là. Il a dit, quand je vais prendre ma retraite, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour monter cette multinationale. Eh bien, quand Carnegie a pris sa retraite, on lui a demandé, comment tu as fait pour réussir tout cela? Il a dit que j'ai toujours su m'entourer par des personnes plus intelligentes que moi. Et c'est en ce sens-là que la nomination de Mme Fatoumata Diallo m'inspire 2 grilles de lecture. Qui était ancienne conseillère du président Diawara et qui était également une actrice majeure, incontournable de la politique de ce changement de régime. Tout à fait. D'ailleurs, sa nomination m'inspire 2 grilles de lecture. La première grille de lecture, elle est une approche genre. Parce que j'estime que depuis 1960, c'est nous les hommes qui avons gouverné un peu l'Afrique, nos pays, avec le résultat, disons, plus ou moins mitigé que nous avons. Et aujourd'hui, au nom du principe de l'altérité, nous devrons donner davantage de chance à notre dame pour nous proposer d'autres mécanismes de gestion. Ça, c'est l'approche genre. Mais aussi, il y a l'aspect du profil de la dame. Vous savez, non seulement Mme Fatoumata Diallo fut conseillère du président Daouda Kaware Diawara pour tout ce qui est politique dédié à la famille et à l'enfant, mais aussi pendant un certain temps, elle a eu à accompagner les groupements de promotion féminine. Si aujourd'hui, la Gambie a une approche véritablement genre au niveau de la Gambie, on la doit fondamentalement à cette dame-là qui a accompagné pas mal de femmes dans l'acquisition des titres fonciers, mais aussi dans le développement des activités génératrices de revenus. Mais aussi, comme vous l'avez rappelé, elle fut aussi membre du Conseil économique et social au niveau de la Gambie. Mais surtout, quand la coalition qui a mené Adama Barrow au pouvoir n'arrivait pas à s'entendre sur un minimum, c'est elle qui a décanté la situation, qui a fait que Adama Barrow est devenu le représentant de cette coalition. Ça veut dire que c'est une voix écoutée, c'est une voix respectée au niveau de la Gambie. Et je pense que si le président Adama Barrow ne fait pas d'erreur sur le casting, je pense que c'est une solution, une situation à porter de main pour la Gambie. Erreur de casting, vous en parlez. Nous savons que le président Adama Barrow a été porté au pouvoir par une coalition et que après, est-ce que ce sera difficile maintenant de mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut? Justement, et c'est l'erreur qu'il ne faudrait pas commettre. On a été mis en place, on a gagné grâce à une coalition, mais on est président de tous les Gambiens. C'est le fait de vouloir gouverner pour et par sa coalition qui peut amener demain des résultats qui ne sont pas véritablement les meilleurs. Et c'est aujourd'hui le président Adama Barrow doit prendre un cran supérieur pour surmonter un peu les aléas de plateforme ou les aléas d'alliance pour être au-dessus de la mêlée, comme on parlerait en rugby, pour devenir véritablement le président de la Gambie. Étant entendu que ce n'est pas forcément les membres de la coalition qui devraient se retrouver aussi au niveau du gouvernement, mais aussi les personnes de la société civile, mais aussi les gens de la diaspora gambienne qui ont eu à jouer un rôle extrêmement important dans l'éveil des consciences, surtout à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui,
aujourd'hui. Nous en invitons pleinement au président Adama Barrow de ne pas jouer le jeu des alliances et d'être au-dessus de la mêlée. Ne pas jouer le jeu des alliances et d'être au-dessus de la mêlée, c'est une très belle chute et également un très bon conseil que vous prodiguez au président Adama Barrow, mais malheureusement qui est au niveau de son cortège. Alors quand on aura rediffusé certainement ce plateau-là, il suivra ça et qu'il prendra bonne note avec beaucoup d'humilité. On le dit avec beaucoup d'humilité. Tout à fait. Je crois que mes chers téléspectateurs, nous sommes donc au terme de ce plateau, un plateau qui était consacré à la situation à Banjul et au retour du président Adama Barrow, le président Adama Barrow qui était à Dakar pendant une dizaine de jours et qui a quitté notre capitale cet après-midi pour rentrer paisiblement et en paix à Banjul, et que Amadou Mbaye nous disait tout à l'heure dans sa relation que le cortège c'est très difficile, il se déplace difficilement et que le cortège n'est pas encore arrivé à la résidence du président Adama Barrow. Alors, chers téléspectateurs, nous vous remercions infiniment pour l'importance et l'attention que vous avez accordée à la télévision nationale et à ce plateau, et nous souhaitons de passer une excellente fin de soirée. Pouvoir et de reconnaître sa victoire pour assurer une transition pacifique après cette présidentielle à Banjul. Alors, donc c'est autant de péripéties entre-temps le président Jammeh avec une autre mission qui est convenue d'appeler une mission de la dernière chance menée par le président guinéen Alpha Condé et son homologue mauritanien Abdelaziz. Alors c'est une mission qui avait, on peut le dire, porté ses fruits parce que le président Jammeh avait accepté maintenant de quitter le pouvoir et de se rendre chez le président Obiang Nguema. Je parle donc de la Guinée équatoriale. Alors, quelques péripéties pour essayer de camper le décor. Maintenant, tout est bien qui finit bien parce que comme nous le voyons sur ces images, le président Adama Barrow, que Dakar avait accueilli, est maintenant rentré paisiblement et très paisiblement à Banjul et en Gambie à bord de cet appareil de la CEDEAO. Et sur le tarmac, nous voyons une foule qui accueille le président, non sans fierté et non sans également immense satisfaction, le président Barrow que nous voyons sur ces images, alors des foules, des populations qui sont venues de partout pour lui exprimer alors leur gratitude et communier également avec le président. Et nous l'avons dit, des troupes de la CEDEAO qui se trouvent à Banjul, des troupes dirigées par le général de division, le général François Ndiaye, le Sénégalais François Ndiaye, et que la CEDEAO donc qui veille au grain et qui va s'assurer, qui va assurer une sécurité au président Adama Barrow. Alors, pour parler de tout cela, nous avons sur notre plateau un invité. Il s'agit de M. Siressi. M. Siressi qui est spécialiste et consultant en géostratégie. M. Siressi, bonsoir. Bonsoir. Et merci de répondre à notre invitation. Tout est bien qui finit bien. Le président Adama Barrow est maintenant rentré. Que vous inspire cette nouvelle donne? Cette nouvelle donne m'inspire un peu le retour au Maroc du roi Mohamed V qui a été exilé de force à Madagascar. Quand on voit l'accueil qui a été réservé au président, ça m'inspire que c'était l'État gambien qui était en exil, mais cette fois-ci c'est non seulement l'État qui revient d'exil, mais aussi c'est the président, comme on dit là-bas, qui revient dans son pays. Et comme vous l'avez dit si bien, tout est bien qui finit bien. Il faudrait peut-être saluer la sagesse africaine qui a prévalu, parce que pendant longtemps, nos conflits internes ont été réglés par l'extérieur, mais depuis un certain temps, on constate qu'il y a une certaine Afrique qui reprend son destin en main et qui renégocie quelque part aussi sa place dans la globalisation. Donc tout est bien qui finit bien. Maintenant, le plus difficile, c'est le plus difficile qui commence en Gambie. Contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, c'est le plus gros du travail qui commence après le départ du président Yahya Jammeh. Avez-vous une idée du plus difficile dont vous parlez? Déjà, il faudrait pour la Gambie s'inscrire dans un processus de déconstruction-construction. Il faut procéder à une
sorte de démilitarisation de l'État gambien. Il faudrait aussi rétablir la confiance entre un État gambien et son peuple et sa nation. Vous voulez parler d'une dégaméisation dont parle avec beaucoup d'humour certains de nos confrères? Disons une militarisation à outrance. Ça peut même aller au-delà de la personne de Djamé. Ah oui, parce que la Gambie n'était pas assez bien militarisée? Non, si. D'ailleurs, c'est sur ça qu'il faudrait lutter, parce qu'aujourd'hui en Afrique, les régimes dits militaires ont peu montré leurs preuves. Aujourd'hui, il va falloir démilitariser, et quand on est dans un processus de démilitarisation, ce n'est pas l'individu qui importe, c'est tout le système qui importe. Aujourd'hui, pendant 22 ans, il y avait la militarisation, ou bien l'excès, la surmilitarisation du régime. Qui a porté l'onction du président. L'onction du président Djamé pendant 22 ans a pour effet, a créé comme effet la perte de confiance au niveau de tous les acteurs. Aujourd'hui, il va falloir retravailler à réinstaurer cette confiance entre les différents acteurs. Et c'est là où, à la fois, il y a des aspects objectifs, des aspects matériels, comme des aspects subjectifs, des aspects immatériels qu'il faudrait prendre en compte, en considération dans ce processus de reconstruction. En tout cas, c'est aujourd'hui plus que jamais que la CEDEAO, les peuples africains devraient être beaucoup plus présents à côté de la Gambie pour l'accompagner dans ce mouvement. Je crois que la CEDEAO entendra bien ce conseil que vous lui prodiguez. En attendant, je le disais tout à l'heure, c'est cet après-midi donc que le président Adama Barrow a quitté Dakar pour Banjul. À son départ de Dakar, il a été salué par le président Macky Sall qui l'a accueilli au nom de la CEDEAO. Nous allons tout de suite suivre cet élément avec Oumar Nying. En mobilisant la République pour accompagner le président Adama Barrow, le président Macky Sall élève encore la barre. Pendant 10 jours, il l'a accueilli à bras ouverts, répondant favorablement à la demande de la CEDEAO. Aujourd'hui, c'est le moment pour le nouveau président gambien de retourner au pays. Moment solennel. Les honneurs en témoignent. Dans le cœur du président gambien, une forte émotion, certainement, pour avoir reçu la solidarité légendaire d'un pays frère, avec l'accompagnement d'un président qui a été jusqu'au bout dans son engagement en faveur du retour de la légalité constitutionnelle dans ce pays frère. Une Gambie déjà prête pour accueillir Adama Barrow qui a quitté Dakar dans l'après-midi à bord de cet appareil de l'armée sénégalaise. De l'armée sénégalaise, précise Oumar Nying, le président Barrow donc, qui était à Dakar pendant une dizaine de jours et qui vient de quitter notre capitale. Dakar qui a joué un rôle immensément important dans le dénouement de cette crise gambienne aussi. Absolument. Dakar qui a eu à jouer d'abord une diplomatie de proximité, il faut le dire, mais aussi Dakar, le Sénégal, j'allais même dire, a répondu présent à cette légendaire tradition de Teranga. Si nous nous rappelons de Amadou Ahidjo du Cameroun jusqu'à Adama Barrow, il y a eu des chefs d'État. À chaque fois qu'il y a eu des problèmes sur le continent et que des chefs d'État ont eu des problèmes sur leur pays, Dakar a été un réflexe de refuge le temps que la situation se calme. Aujourd'hui aussi, le Sénégal a honoré l'Afrique à travers l'hospitalité. Ça, c'est un premier aspect de lecture. Le second aspect de lecture, c'est que Dakar aussi s'est impliqué dans la résolution de cette crise, même si il ne faut pas le porter, ce n'est pas le Sénégal en tant que tel, en tant que l'État du Sénégal qui a porté le combat, mais disons que c'est la CEDEAO. Même s'il faut saluer
cette nouvelle tendance qu'on est en train de voir sur le continent qui fait que les Africains de plus en plus prennent leur destin en main et que souvent on nous avait habitués à des médecins après la mort ou que les conflits sont réglés ailleurs. Aujourd'hui, je pense que la CEDEAO n'a pas beaucoup appris de la leçon du Burkina Faso. La CEDEAO n'a pas beaucoup appris de la leçon au niveau de RDC. Je m'explique. Quand il s'est agi de l'affaire de la crise burkinabé, c'était en définitive le Moronaba qui a eu à décanter la situation. Là, on est sur le traditionnel. La sagesse africaine. La sagesse africaine. Et quand il s'est agi de la crise en RDC, c'est la conférence épiscopale qui a eu à régler, à décanter la crise. Pour dire quoi? Qu'en Afrique, le débat politique, voire même la recherche de consensus ne devrait pas être seulement une affaire d'État institutionnalisé, mais aussi devrait relever... Il y a des valeurs de bien de chez nous qu'on peut convoquer pour essayer de... Absolument, que ce soit des organisations traditionnelles comme des organisations religieuses, et que les deux types d'organisations, de structures, que ce soit du traditionnel comme du religieux, sont souvent extrêmement présentes dans les aspects même les plus modernes du continent africain et qui aussi quelque part sont très démocratiques à leur manière. Et aujourd'hui, je pense que la CEDEAO aurait pu, avant de sortir l'arme dissuasive, aller vers une arme persuasive en mobilisant et en soutenant, en accompagnant nos forces traditionnelles, nos forces religieuses pour le dénouement de la crise en Gambie. Exact. Monsieur Siressi, spécialiste en géostratégie qui se trouve être mon invité. Tout à l'heure, vous faisiez allusion à une solidarité légendaire dont le Sénégal a fait montre pour accueillir le président Barrow. Et je crois qu'on a une illustration éloquente de cette solidarité-là avec le sujet de Fanta Badji qui nous retrace, qui revient ici sur le retour du président Adama Barrow, là où il logeait ici à Dakar, au quartier des Almadies, jusqu'à l'aéroport, ce reportage de Fanta Badji. 12 heures aux Almadies dans une villa cossue. À l'intérieur, le président Barrow avec sa famille et ses proches. La résidence est hautement sécurisée par l'armée et la gendarmerie sénégalaise. Sur place, profiter. La conjoncture a été favorable pour Yaya, mais c'est quand les présidents Bouhari, les chefs d'État de la CEDEAO sont venus lui proposer une sortie honorable. Il a refusé. Et c'est au moment quand il a refusé, quelques temps plus tard, la conjoncture était défavorable pour Yaya. Il est allé un peu plus loin en défiant carrément l'État du Sénégal, la CEDEAO. Et d'ailleurs, même, me dit-on en coulisses, que même la déclaration finale a été rédigée par Yaya Jammeh lui-même, himself, et qu'en certains moments, la CEDEAO s'est engagée à minima. L'essentiel pour la CEDEAO et la communauté internationale, c'est qu'ils quittent non seulement la Gambie, mais aussi, disons même, la région de la CEDEAO. C'était ça aussi un des enjeux du dénouement de la crise. Aujourd'hui, l'acte qui a été, enfin le communiqué de presse qui a été publié ne lie en rien la CEDEAO, ne lie en rien la communauté internationale, parce qu'aujourd'hui les règles du droit international sont telles que même demain une association, même demain une victime, une présumée victime peut porter plainte devant les juridictions, et là en ce moment-là justice sera faite. Peut-être que ce qu'il faut dire, c'est que encore faudrait-il que le président équato-guinéen livre Yaya Jammeh à la Cour pénale internationale. Et c'est peut-être là où il a encore quelques temps à jouer, parce que tant qu'il n'est pas livré, ça n'est une chose de demander son extradition, mais aussi ça n'est une autre chose de le livrer directement. C'est peut-être que là il peut gagner du temps, mais je ne doute pas qu'il subira un peu le sort de Hissène Habré. Parce que Hissène Habré, c'est après presque plus de 20 ans après que l'histoire... Et la communauté internationale ne perdra absolument rien pour attendre. Pour attendre, absolument. On ne perd rien pour attendre. Aujourd'hui, je donne un exemple. Le Sandeng qui a été tué, aujourd'hui sa fille vit en exil ici au Sénégal.
je ne vois pas pourquoi sa fille... Il faut qu'on partage avec les téléspectateurs. Solo Sandeng, c'est qui? Solo Sandeng, c'était un proche de Yaya Jammeh. Enfin, il n'était pas un proche de Yaya Jammeh, mais il était un proche de Ousseynou Dabo. Et que quand on a eu organisé cette fameuse meeting pour demander le changement, il a été emprisonné et malheureusement, il a été mort en prison. Et ça n'est un peu la victime de trop en Gambie. C'est en ce moment-là qu'il s'est déclenché une coalition pour pouvoir déloger Yaya Jammeh. Surtout que le nommé Yaya Jammeh a eu à connaître un impair dans le cadre de sa campagne pour ethniciser un peu les débats en s'attaquant directement à l'ethnie manding qui s'est mobilisée avec les ethnies Wolof et les ethnies Pulaar d'une certaine manière. Et c'est cette coalition qui est venue à bout de Yaya Jammeh. Et aujourd'hui, la mort de Solo Sandeng, qui est la victime la plus récente, aujourd'hui mobilise aussi bien la société civile gambienne, mais aussi les familles, les parents de Solo. Et je ne vois pas pourquoi et comment la fille de Solo Sandeng, par exemple, demain ne saisira pas la justice. Vous savez, le droit s'inscrit dans un temps extrêmement long. Ouais. Peut-être que même il y a un temps pour... voilà. Tout à fait. Alors, de toute façon, vous parliez de poursuite, de risque de poursuite. La presse, de toute façon, nous apprend qu'un de ces anciens ministres qui a eu à assiéger dans son attelage gouvernemental, l'ancien ministre de l'Intérieur, Ousmane Sonko, serait en Suisse et il serait entre les mains de la police, des autorités judiciaires suisses. Oui, tout à fait. Déjà, ça donne un signal extrêmement fort de ce qui pourrait être un peu la suite des événements des 22 ans de règne de Yaya Jammeh en Gambie. En tout cas, aujourd'hui, nous vivons dans une société ouverte qui fait que des crimes de ce genre, supposés être commis, ne peuvent pas laisser impunis, ne peuvent pas rester impunis. Et mon foi, quand la poussière se dissipera, nul doute qu'on entendra aussi des affaires relevant de Yaya Jammeh. Voilà, je rappelle aux téléspectateurs qui nous suivent que je reçois sur ce plateau M. Siressi, qui est spécialiste et consultant en géostratégie. C'est pour parler de la situation en Gambie avec la toute dernière actualité, le retour effectif du président Adama Barrow après un séjour d'une semaine ici à Dakar. Et vous savez que avant ce dénouement heureux, il y avait des moments de frayeur, comme l'illustre fort opportunément ces déplacements massifs de ces populations, et compte tenu de cette proximité affective, de cette proximité géographique, de cette proximité spéciale entre Dakar et Banjul, des populations, alors ont pris la direction du Sénégal, comme nous le montre ce sujet. Gare des Beaux Maraîchers au niveau du terminal des arrivées, bus, minicars et taxis 7 places débarquent à intervalles réguliers des passagers venant de la Gambie. Dirigeants qui n'étaient pas en auteur de sainteté, mais le peuple gambien et le peuple sénégalais, j'allais même dire le peuple sénégambien, ont su dépasser quand même cette crise de leadership qui existait au plus haut sommet de nos deux États pour toujours entretenir cette relation fraternelle. Oui, une relation fraternelle, une relation de bon voisinage à hauteur des populations. La preuve, c'est que quand il y a eu cette petite frayeur à Banjul, des déplacements massifs de ces populations ont été notés, et direction Sénégal, je crois que nous avons le sujet de ces déplacements des populations-là que nous allons vous proposer et après que nous allons commenter. Je crois. Bakau, dans la capitale gambienne. Le poste de commandement de la mission de la CEDEAO en Gambie face au camp de la garde présidentielle gambienne. Ici se dessine le schéma de retour sécurisé du président Adama Barrow. Pour ce faire, l'état-major de la mission de la CEDEAO en Gambie a déménagé en provenance de Dakar pour s'installer. Désormais, les décisions du général François Ndiaye, commandant en chef de l'opération, se prennent ici en rapport avec la hiérarchie militaire gambienne. En attendant, les forces de la mission en bons soldats continuent à explorer le terrain. Installation, nettoiement, reconnaissance et maîtrise. Même le GIGN est de la partie. Le déploiement et le maillage sécuritaire du territoire gambien est presque fini. À ce jour, aucun incident de noter. Mieux, dans ce bâtiment, état-major de la CEDEAO et autorités militaires gambiennes se préparent à tenir une réunion.
Objectif, travailler à rassurer les populations civiles et échanger sur la logistique, le protocole et le dispositif pour un retour du nouveau président. Oui, un retour du nouveau président, cet élément-là, on l'a fait depuis hier ou avant-hier, le président maintenant qui est effectivement à Banjul. Nous avons sur cet élément donc suivi alors des forces de la CEDEAO et l'armée gambienne qui travaillent en parfaite symbiose, la main dans la main donc pour assurer la sécurité et du peuple gambien et des populations gambiennes. Tout à fait. Je voulais juste, avant de revenir sur votre question, rebondir un peu sur l'élément qu'on vient de voir, qui est relatif à l'accueil des populations riveraines de la frontière avec la Gambie, qui ont eu à se mobiliser comme ça pour pouvoir accompagner et assister les déplacés gambiens. On aura un sujet sur cet élément-là. Tout à fait. Juste pour revenir par rapport à votre question, aujourd'hui, comme je le disais tantôt, c'est le plus difficile qui commence avec le départ de Yaya Jammeh. Le plus difficile en ce sens que non seulement il faudrait remettre une économie en marche, après qu'il y a eu des soupçons que le président Yaya Jammeh est parti avec la caisse, donc ça c'est à vérifier, mais si toutefois cette information s'avérait vraie, il va falloir repartir sur le plan de l'économie, relancer l'économie, ça c'est déjà une paire de manches. Deuxièmement, il faudrait mettre en place des forces de défense et de sécurité qui, ma foi, étaient un peu, disons, très info-aidé à la personne, réorganisation. Donc, dépersonnaliser un peu les institutions au niveau de Gambie. Ensuite, il faudrait rétablir un peu la confiance. Et c'est là où, aujourd'hui, au-delà même de la CEDEAO, l'Union africaine, les populations africaines devraient assister, accompagner un peu la Gambie dans ce plan de... Certainement, la rencontre des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui va s'ouvrir alors à la fin de cette fin du mois à Addis Abeba va certainement aborder cette question-là. C'est tout à fait. Non seulement il faudra peut-être dans un court et moyen terme mobiliser des ressources extrêmement importantes pour reconstruire une économie, renflouer les caisses, assurer un peu le paiement des salaires, le bon fonctionnement d'un État, mais aussi il faudrait... Parce qu'on va vers des fins du mois difficiles. Je pense, parce qu'il paraît-il que Yaya Jammeh est parti avec la caisse. Alors, quand on sait que un pays comme la Gambie, qui n'a que son port en réalité pour pouvoir faire face aux dépenses budgétaires et que l'on nous dise les montants sur lesquels Yaya Jammeh est parti avec, si toutefois cette information s'avérait vraie, il y a des risques de ne pas pouvoir payer. Exactement. Yaya Jammeh qui s'invite dans notre débat et il ne pouvait pas en être autrement. Yaya Jammeh maintenant qui est chez le président Obiang Nguema en Guinée équatoriale et que la CEDEAO et même l'ONU ont sorti des communiqués respectifs pour dire qu'ils n'ont jamais donné de blanc-seing au président Jammeh et qu'il ne serait pas exempt de poursuite. Absolument. Vous savez, l'on a déjà tendu la perche à Yaya Jammeh qui malheureusement n'en a pas profité. En certains moments de la crise, la conjoncture était très favorable à Yaya Jammeh. Malheureusement, il n'en a pas. C'est calme. Parfois, quelques membres de la famille entrent et sortent. Ils font monter leurs bagages dans ce camion du bataillon du train, aidés par les éléments de l'armée. 30 minutes avant, les affaires du président étaient acheminées à l'aéroport pour enregistrement. Pendant 2 tours d'horloge, rien ne bouge. La présence de la garde rapprochée à quelques jets de pierre de la résidence renseigne sur l'imminent départ de Adama Barrow. 15 heures, l'entourage proche du président s'active avec des éléments de la BIP. La dizaine de véhicules stationnés devant manœuvre. Cette petite agitation annonce la sortie du chef d'État gambien. 15h17, apparition des premières dames et des proches parents. Le protocole organise des départs. Pendant ce temps, les va-et-vient s'accentuent. À l'angle de la rue, la garde rapprochée est en position et attend le signal. 15h30 pile, le président Barrow sort de la résidence, direction l'aéroport Léopold Sédar Senghor, où l'attendent le président Macky Sall et l'avion qui va le ramener en Gambie.
Merci beaucoup Fanta Badji. Fanta Badji qui revenir sur ce qu'on peut appeler les minutes du départ du président Adama Barrow, son départ de Dakar. Alors, le président Adama Barrow qui a séjourné à Dakar pendant un peu plus d'une semaine, bien traité, bien accueilli, il était chez lui à Dakar. Quelle peut être la portée de ces solidarités-là dans l'axe Dakar-Banjul? Disons, l'axe Dakar-Banjul, ces genres de situations sont de nature à huiler davantage les relations que nous aurons désormais avec Banjul. Il faut dire qu'aujourd'hui, le président Macky Sall, disons même la CEDEAO de manière globale, et plus particulièrement le président Macky Sall, a fait honneur à l'Afrique, a fait honneur aussi au Sénégal. Maintenant, en puisant un peu des éléments de sociologie africaine, on peut dire qu'aujourd'hui la balle est auprès de M. Adama Barrow, étant entendu que... Il doit rendre la monnaie. Il doit rendre la monnaie, mais étant entendu que, en réalité, lui, en tant que chef d'État, nous avons des intérêts convergents. Ça veut dire que les intérêts gambiens et les intérêts sénégalais sont plus ou moins convergents, à telle enseigne qu'on pourrait trouver des voies de sortie de crise et des moyens et des possibilités de pouvoir cheminer ensemble. En tout cas, je ne doute aucunement que, vu tout le teranga qui a été offert au président Adama Barrow et sa famille, il en tiendra compte dans nos relations entre le Sénégal et la Gambie. Ça, je n'en fais l'ombre de doute. Oui, les relations entre le Sénégal et la Gambie, nous savons aussi que la Gambie et le Sénégal, ces derniers temps, les relations étaient un tout petit peu pénibles, difficiles, pour ne pas dire pas très faciles, ni pas au beau fixe, pour emprunter un langage bien diplomatique. Quand on pense à la situation dans le sud du Sénégal avec le MFDC, à tort ou à raison, on disait que le président Jammeh était très proche du MFDC, n'est-ce pas? Là aussi, une situation qui peut bien faciliter alors un retour effectif de la paix dans cette partie du Sénégal. Tout à fait. Vous savez, en définitive et en réalité, l'ex-président Yaya Jammeh n'était pas proche du MFDC en Casamance. En fait, il était proche de ses intérêts, parce qu'il y avait un commerce illicite de bois qui a fait que, en définitive et en filigrane, le président Yaya Jammeh a eu des accointances avec la rébellion, parce que voilà, c'était l'élément sur lequel il fallait peut-être compter pour pouvoir faire ce commerce illicite. En réalité, Yaya Jammeh n'apportait pas un soutien au mouvement rebelle en tant que tel, mais il était là pour défendre ses propres intérêts à travers ce qu'on appelle le trafic de bois. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect est la décharge du Sénégal et de son président. On se rappelle que la première visite du chef de l'État, M. Macky Sall, a été réservée et consacrée à la Gambie. C'était un signal extrêmement fort. Et il a eu à effectuer au moins trois visites. Sans pour autant que de l'autre côté, Yaya Jammeh ne puisse venir nous voir. Ça veut dire le chef de la diplomatie sénégalaise l'a évoqué pour le déplorer. Tout à fait. Ça veut dire que du côté du Sénégal, l'on a donné tous les gages d'une vie paisible, vraiment des relations apaisées entre la Gambie. Mais vous savez, bon, les hommes étant ce qu'ils sont, ensuite le business qui quelque part aussi nourrissait bien son nom, faisait qu'aujourd'hui l'ex-président Yaya Jammeh a fait fi de toutes ces déclarations d'intention, mais aussi d'actes qui ont été posés symboliquement pour entretenir un peu le flou entre le Sénégal et la Gambie. Même s'il faut le dire, ce sont nos deux